Je n'arrive pas à maigrir. Je pense que c'est la phrase que j'entends le plus dans mon cabinet de consultation. C'est une sorte d'obsession de notre société actuelle. Et il se trouve que le cerveau humain déteste les régimes et va tout faire pour que votre régime ne fonctionne pas. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé et à votre santé par le poids ce matin. On va en parler avec mon invitée Sophie Desrames. Bienvenue. Oui, bonjour, merci pour cette invitation magnifique. Je suis ravie d'être là. Ça commence bien, vous êtes une professionnelle de santé qui travaille avec science et conscience, 25 années d'études sur la perte de poids. Vous êtes, une experte en traitement des troubles du comportement alimentaire et vous êtes chercheur en neurosciences du comportement alimentaire. Vous vous êtes formé à la diététique, à la nutrition au Brésil. Et aujourd'hui, vous traitez à la fois des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire et des obèses. C'est ça. Alors, je suis formée en France et au Brésil, j'ai continué ma carrière de chercheur, en fait. J'ai eu un doctorat que j'ai soutenu en portugais à la fac de médecine de Sao Paulo. Et ça m'a amené ensuite à devenir chercheur en neurosciences du comportement alimentaire parce que j'ai travaillé longtemps sur l'obésité, sur le thème de l'obésité, le thème de la perte de poids, santé, et découvrant qu'en fait, tout est dans le cerveau. Tout est dans le cerveau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la question du poids, on parle beaucoup de la question de l'obésité qui augmente dans le monde entier. Mais on oublie qu'il y a une autre pandémie, silencieuse, c'est celle des troubles du comportement alimentaire. On voit une augmentation exponentielle de troubles alimentaires qui sont des maladies psychiatriques, donc extrêmement graves et très difficiles à traiter. Voilà. On va en parler ce matin justement, et vous publiez « Je n'arrive pas à maigrir » aux éditions Marabout. Ça tombe bien, votre livre n'est pas fait pour perdre du poids. Exactement. Mais pour changer ses comportements alimentaires. Voilà. Et parler à cette personne qui va lire le livre et qui essaye désespérément de maigrir. Je pense que c'est la phrase que j'entends le plus dans mon cabinet de consultation. Cette phrase de « je n'arrive pas à maigrir ». C'est une sorte d'obsession de notre société actuelle. Et il se trouve que le cerveau humain déteste les régimes. Je pense que je peux utiliser ce mot, et va tout faire pour que votre régime ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ça va marcher au début, vous allez perdre du poids, mais dans plus de 90%... Donc ça fonctionne. Ça fonctionne au court terme, à court terme. Et c'est pour ça que c'est un leurre, en fait. C'est un leurre et ça vend très, très bien. Il y a une industrie qui se nourrit de cet échec, finalement, de l'être humain face à cette question du poids. Est-ce que vous avez réussi à répondre à cette question qu'est-ce que ça veut dire que de manger sainement ? Mais c'est une excellente question. Mais est-ce que vous avez réussi à y répondre ? Eh bien, justement, il y a tellement de réponses différentes. Et pour moi, manger sainement, c'est manger de tout, sans restriction, sans culpabilité, avec plaisir et en respectant sa faim et ses émotions. Vous voyez, c'est pas manger tout... non, moi je vais manger tout bio. Tout bio, par exemple, oui, voilà. Je vais manger tout bio. Ou tout complet, vous savez, voilà. les grains complets, ou sans gluten, sans lactose. On a malheureusement cette tyrannie nutritionnelle qui nous abreuve d'informations nutritionnelles et qui nous font perdre notre santé en cherchant cette santé alimentaire qui est vendue malheureusement... un petit peu n'importe comment. Alors, ce que vous expliquez concrètement dans votre livre, c'est que chacun d'entre nous est le meilleur expert de lui-même. Voilà, je vous remercie, c'est génial, c'est exactement ça. On oublie que finalement, on est notre propre, on va dire, propriétaire de notre faim. Et malheureusement, avec tous ces régimes, toutes ces injonctions nutritionnelles, on délègue à une tierce personne cette faim qui est la nôtre. Et on en perd la connexion avec le corps, on perd notre sagesse alimentaire, on perd notre comportement alimentaire va se modifier parce que quand le cerveau n'est plus, on va dire bien connecté avec vos actes,
eh bien, vous pouvez déséquilibrer toute votre santé. Il y a un risque malheureusement assez grand. Et la première chose qui va probablement vous arriver, c'est de vouloir, en perdant du poids, gagner plus de poids. Aujourd'hui, on voit que faire des régimes, c'est probablement le plus grand facteur de gain de poids. Voilà. Oui, mais on ne parle jamais des gens qui perdent du poids durablement. Est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas ? Alors ça existe. Moi, ou est-ce que c'est un mythe ? Non, ça existe tout à fait. Et d'ailleurs, pour perdre du poids durablement, de manière santé, de manière saine, premièrement, il faut avoir de la patience. Moi, je m'amuse toujours à dire que j'appelle mes patients des impatients. Ce ne sont pas des patients, ce sont des impatients. Ils veulent tout de suite. C'est vrai qu'on leur vend toujours une perte de poids rapide, extraordinaire. Donc il faut du temps et il faut surtout retrouver la santé. Si vous n'avez pas une bonne santé, difficilement vous allez avoir une perte de poids santé. Parce que on voit que finalement le corps, il a une logique différente de notre logique actuelle, qui nous vend que pour être en bonne santé, il faut être mince. Eh bien, en fait, le poids n'est pas un indicateur de santé. Ça, c'est une des grosses erreurs. Ah si, l'IMC. Voilà. Alors, l'IMC, on peut en parler. Jusqu'en... Quoi, alors, l'IMC, pour tout le monde, c'est le fameux... C'est l'indice de masse corporelle. Voilà, qui se calcule, qui est très intéressant du point de vue épidémiologique. Je n'ai rien contre l'IMC, mais qui ne peut pas, lui tout seul, décider si vous êtes en bonne santé ou non. Et malheureusement, on a simplifié dans la santé votre santé à votre poids. Donc, vous passez vous allez voir, par exemple, un médecin, un nutritionniste, un diététicien. Vous allez passer sur la balance, qui est déjà, en général, un moment assez violent, désagréable. On est tous d'accord. Je suis d'accord. En plus, maintenant, elles sont tellement précises, les balances. C'est affreux, ça. Et puis, c'est jamais le numéro qu'on veut. Alors, on commence déjà mal cette consultation. Et puis, on va ensuite baser, en fait, toute la consultation sur le numéro qu'il y avait sur la balance, sans nécessairement connaître votre état de santé. Voyez ? Ça, c'est le poids, c'est pas l'IMC. Alors, ça, c'est le poids. Mais l'IMC est calculé à partir du poids qui est divisé par votre taille au carré. Alors, vous trouvez ça facilement sur Internet, parce qu'il y a même des tas de sites. On vous le calcule, maintenant. Voilà. Y a des... Et voilà. Et il se trouve que dans les années 95-97, l'Organisation mondiale de la santé a décidé de donner des limites en fait de numéro d'IMC, c'est-à-dire que jusqu'à 24,9 d'IMC, vous êtes considéré en poids santé. À partir de 25, c'est-à-dire vous buvez un verre d'eau et pof, vous êtes en surpoids. Vous parlez de poids santé, Voilà. Ça, c'est intéressant. Non, je le dis parce qu'on utilise, ça c'est ce que l'OMS utilise, le poids santé, et souvent c'est appelé aussi le poids idéal ou le poids normal, comme s'il y avait un poids qui était à désirer. C'est comme si on pouvait être maître de son corps et maître de son poids. Comme si on était une pâte à modeler, finalement. Ma génération, on disait qu'il fallait faire 10 kilos de moins que sa taille. Voilà. Alors ça, c'est des calculs qui ne sont heureusement plus... Ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'est ce qu'on nous disait. Non, il y en a encore qui utilisent. Oui, mais on disait... Ce qui est, finalement, quand on réfléchit, ce qui voudrait dire que tous ceux qui ont la même taille devraient peser le même poids. On se rend bien compte que c'est complètement sans notion de notre culture, pluriculture, la variété de l'être humain. On parle malheureusement de race alors qu'on sait qu'il n'y a pas de race. Ça, je trouve c'est important de le dire. On est tous... Il n'y en a qu'une. Mais exactement, on est tous des êtres humains, mais c'est vrai qu'il y a des biotypes différents. Il y a des, effectivement, au Brésil, le biotype est différent de le top modèle actuel, qui est en général une grande femme, longue, mince et plutôt blonde, avec des yeux clairs. Les Brésiliennes, elle a des formes. Alors, les Brésiliennes ont des formes, mais elles les assument difficilement. C'est vrai ? Ah oui. C'est fini. C'est fini ? C'est fini, les belles... Bon, tout ça pour dire, et pour en revenir à l'IMC, ce fameux IMC qui serait un indicateur de bonne santé, c'est-à-dire que si vous êtes dans les clous, vous êtes en bonne santé. Et si vous êtes, en fonction de votre IMC, trop gros,
Alors, vous seriez en mauvaise santé. C'est ça que ça veut dire. en fait, l'IMC, avec votre poids, il va calculer en fonction de votre taille si vous êtes en poids santé, en surpoids ou en obésité. Et, Il y a même obésité morbide en plus. après, il y a l'obésité morbide, on a plusieurs grades. Hein. Et en fait, c'est un indice qui ne devrait pas être utilisé de manière individuelle. Parce que vous ne pouvez pas évaluer la personne seulement avec son poids. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Un athlète, un homme d'1m80, athlète, avec donc une masse musculaire assez importante, eh bien, il va probablement être ou en surpoids ou en obésité. En critère IMC. Voilà, si vous utilisez son IMC. Et donc, j'ai déjà vu, moi, des patients venir me voir en me disant, on m'a passé un régime pour maigrir. J'ai dit, mais pourquoi on vous a passé un régime pour maigrir? Ah, on m'a dit que j'étais en surpoids. Et c'était effectivement un athlète. Vous voyez? Donc, on arrive à des aberrations quand on ne regarde que le poids. De plus, Philippe, on sait qu'il y a des gens qui sont minces, qui n'ont pas cet IMC de surpoids, mais qui ont une santé déplorable. Donc, on ne peut pas évaluer la santé par rapport au poids. Et aujourd'hui, c'est très intéressant parce qu'il y a une grande polémique là-dessus. Mais par exemple, le Canada, en 2020, a sorti une directive très intéressante sur la façon d'aborder l'obésité en consultation. Et ils disent très clairement que c'est pas par le poids, mais par la santé qu'on va intervenir. Et regardez comme c'est intéressant, ils disent que la problématique du poids doit être discutée en consultation avec le patient en lui demandant la permission d'en parler. Vous voyez, ce respect. Donc, on n'est pas intrusif. Exactement. On montre que le poids, ce n'est pas le seul critère. Et je peux vous dire, moi, dans mon cabinet, je ne pèse pas les patients la première session. Et j'ai des patients qui pleurent d'émotion en me disant, mais vous vous rendez compte que c'est la première fois de ma vie qu'on ne va pas me juger en fonction de mon poids. Et ça change tout. Vous voyez ? On l'a pas dit tout à l'heure, mais vous êtes aussi une spécialiste du poids et de la génétique. Alors, il y a une nouvelle, je ne sais pas si on peut appeler ça spécialité, qui s'appelle la nutrigénomique. Oui. Il y a cette idée que le poids, c'est dans les gènes. Vous voyez, que c'est finalement, il y a des familles de gros. C'est ça. Alors, moi, j'ai ce discours tout le temps. On me dit, mais mon père est obèse, ma mère est obèse, mais mon frère est obèse. Alors, il se trouve que je suis spécialisée en génétique de l'obésité. J'ai fait mon doctorat là-dessus. Il y a quelque chose d'abord de très intéressant à voir, c'est qu'on a plus de 500 facteurs génétiques liés à l'obésité. Nous, tous. Et cela, ça veut dire que finalement, tous, nous avons une prédisposition à l'obésité. C'est-à-dire que à peu près tous les gènes, tous les chromosomes ont des gènes associés à l'obésité. Tous. On l'a tous. Bon, voilà. Alors, maintenant, il y a des gens qui ont des risques plus importants que d'autres. Ça, on est d'accord. De toute façon, on pourrait en parler tous les jours du poids. C'est un sujet qui intéresse tout le monde. Tout le monde veut maigrir, même ceux qui n'ont pas besoin. Exact. Donc, mon invitée est une star au Brésil. Elle s'appelle Sophie Deram et elle publie « Je n'arrive pas à maigrir » chez Marabout. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que c'était la phrase que vous entendiez le plus en consultation de ceux qui venaient vous voir pour perdre du poids. Voilà. Et moi, je leur dis que finalement, c'est pas en essayant de faire des régimes que vous allez y arriver. C'est là que c'est un petit peu compliqué. Et alors, comment on maigrit si on ne fait pas de régime ? Eh bien, il faut oublier les régimes. Parce que justement, c'est ce que j'étudie en neurosciences. On voit que les régimes vont perturber votre comportement alimentaire, vont perturber votre appétit et votre métabolisme. Plus vous cherchez à maigrir, plus vous allez avoir faim, plus vous allez avoir envie de manger et plus vous allez avoir du manger émotionnel. Et alors ça, c'est quelque chose qui peut-être est peu discuté à la radio, mais qui arrive très fréquemment. Ce sont ces personnes qui ne savent plus s'ils ont faim, s'ils n'ont pas faim. Alors, ils sont tristes, ils vont manger. Ils sont contents, ils vont manger. Ils sont fatigués, ils vont manger. Ils ont du stress, ils vont manger. Et finalement, ils mangent pour toutes sortes de sensations. Et aujourd'hui, on voit que c'est aussi ça, un des grands facteurs de prise de poids. Quels sont les 3 conseils simples qui résument tout ce que vous avez appris en nutrition ? Ouais, alors merci.
J'adore cette question parce que finalement, j'ai beaucoup réfléchi. Ça paraît... C'est bien parce que vous m'avez donné des questions avant, donc je vous pose des questions et vous adorez mes questions. Je vous taquine. Écoutez, ces 3 conseils, j'ai beaucoup réfléchi avant de les donner parce que mon but, c'était de passer une information relativement simple à mon public, parce que je travaille un peu sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est important finalement ? Il y a 3 grandes règles simples à mon sens. Premièrement, oubliez les régimes. Voilà, arrêtez d'essayer de faire des régimes pour maigrir. Deuxièmement, mangez plus frais, fait maison, moins industrialisé. Et j'ai pas dit faites la guerre à l'industrie, parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a une nouvelle tyrannie contre l'industrie qui est complètement exagérée. Et le 3e point important, c'est faites la cuisine. Repartez un peu dans la cuisine. Alors, je sais que... Parce que la guerre commence dans la cuisine. Et non, la santé commence dans la cuisine. Elle commence pas chez le médecin, ni chez le diététicien, elle commence dans la cuisine. Et plus vous êtes proche de cette cuisine, et plus vous avez, on va dire, un risque atténué de problèmes de poids, de problèmes de diabète type 2, de problèmes de cancer. C'est très, très intéressant parce que ça a été étudié de manière scientifique. Et surtout... C'est-à-dire que si on cuisine soi-même, mais alors des produits frais. Alors, c'est frais fait maison, mais ça n'a pas besoin d'être vous. Ça peut être quelqu'un qui est très gentil avec vous, un compagnon, une compagne, mais ça peut être aussi votre restaurant d'à côté qui cuisine super bien et qui fait des produits frais fait maison. Et ça peut être des produits surgelés aussi. Mais attention, moins industrialisé possible. Voilà, c'est quand même un petit peu l'injonction d'aujourd'hui. Au Brésil, ils sont les leaders dans cette vision du degré d'industrialisation, de transformation. En 2009, c'est le Brésil qui a inventé ce terme, ultra transformé. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Voilà. Maintenant, c'est devenu il y a même des échelles. La bête noire. La bête noire. Et bien justement, c'est le Brésil qui a lancé cette classification en fonction du degré de transformation. Et c'est absolument historique. Ils sont des pionniers et je les accompagne. Moi, je travaille en parallèle avec eux et c'est un concept extrêmement intéressant. Parce qu'on se dégage enfin des calories, vous savez, à compter, à additionner. Et puis de cette diabolisation du gras qu'on a vécu depuis plus de 40 ans. Il y a eu l'ennemi numéro 1, c'était le gras. Ensuite, ça a été les glucides, ça l'est encore. Le sucre, le gluten, le lactose. Il y a eu toute une série d'attaques, on va dire, contre notre alimentation. Et moi, j'ai dans mon cabinet des gens qui me disent « Mais je ne sais plus quoi manger ». J'ai peur de manger, parce qu'on me dit que tout est mauvais, ou alors énormément de culpabilité. Et ils arrivent dans mon cabinet, ils vont me dire ils m'appellent Docteur Sophie, puisque au Brésil, je suis une doctora. Mais Doctora Sophie, c'est presque, vous savez, presque le confessionnal. J'ai péché, j'ai mangé du chocolat, j'ai mangé une barre chocolatée, par exemple. Et moi, je les accueille, je les soulage et je leur dis, écoutez, c'est pas grave. Vous pouvez manger un peu de tout, mais pas tout. Alors, on va travailler ça. On va travailler à se reconnecter avec votre... Voilà, et donc vous travaillez sur le comportement, en fait, la relation avec l'aliment. Voilà, moi je suis nutritionniste, je suis aussi ingénieure agronome. J'ai fait l'agro à Paris dans ma première vie. Donc j'ai une vision, on va dire, assez ample de la question, c'est-à-dire de l'aliment, du comportement, du nutriment en tant que nutritionniste, mais aussi de la génétique, parce que cette nutrigénomique, finalement, c'est la science de comment les aliments converse avec vos gènes. Parce qu'on voit qu'on a notre génétique qui est fixe, elle est fixée quand vous naissez, et on est unique. C'est notre capital. Voilà. Alors si vous avez un frère jumeau, une sœur jumelle, avec la même génétique, on voit que même avec la même génétique, vous n'allez pas forcément avoir le même métabolisme. Parce que notre génétique va s'exprimer de manière différente en fonction de notre style de vie, du stress qu'on peut vivre, des médicaments qu'on peut prendre, de la pollution qu'il y a dans la ville. Et donc, on se rend compte que finalement, cette
expression génétique, c'est la clé de la santé. Voilà. Alors vous arrivez avec un outil que vous avez élaboré avec votre fille, ça s'appelle la roue des 7 piliers de la santé alimentaire. Ça s'appuie sur quoi d'abord cette roue? Oui. Vous partez de quoi? En fait, la roue, elle est arrivée bien après. J'ai d'abord écrit un livre en 2014 que j'ai lancé, je dois dire, avec un petit peu de peur au ventre, parce que je me suis dit, oh là là, je vais me faire attaquer, parce que je vais contre tout ce que j'ai appris, autant en France qu'au Brésil. Et donc, c'est un livre qui, au Brésil, s'appelle Le poids des régimes. Et ici, en France, il s'appelle Oublier les régimes, de chez Marabout aussi. Et j'écrivais ce livre en 2014 en expliquant pourquoi ne pas faire des régimes. Et puis, il y a un moment, je me suis dit, mais attends, il faut quand même aussi dire faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben oui, parce que de dire il faut pas. Et c'est là que j'ai élaboré donc 7 points très importants qui vont vous aider à arriver à un poids santé, en fait. Voir que notre poids, ce n'est pas seulement manger moins et bouger plus. C'est ce qu'on nous vend, c'est ce qu'on nous dit. Ça paraît une évidence. Ça paraît logique. On dit, si vous mangez 10% de moins et que vous faites 10% d'exercice en plus... Pof, vous allez maigrir. Vous maigrissez, vous perdez du poids. Et ça peut marcher au début, mais qu'est-ce qui va se passer? En fait, votre cerveau, qui ne voit pas les choses de la même manière, va se dire, oh là là, il ne mange plus, il n'a pas mangé assez, et en plus, il fait plus d'exercice, donc il a besoin de plus d'énergie. Donc, qu'est-ce que le cerveau fait dans cette logique? Il va augmenter votre appétit. Vous voyez comme c'est intéressant. En fait, plus on fait des régimes et plus on a faim. Mais là on n'est pas au régime. Si on mange juste un peu moins et on fait juste un peu plus de sport. Oui, voilà. Alors si vous l'amenez de manière tranquille, vous allez voir que votre corps va vous dire bon, aujourd'hui pas de sport. Hein. Aujourd'hui on va manger un bon cassoulet. Et alors vous pouvez avoir cette, on va dire, sagesse interne qui fait que voilà, vous pouvez manger moins un jour, plus un autre jour. Hein. Mais quand c'est quelque chose de forcé, en fait. Oui. Voilà. Quand c'est quelque chose d'obligé, de forcé, que vous vous contrôlez en permanence, vous allez avoir un risque de perte de contrôle. Voilà. Plus on restreint et plus on a un risque de perte de contrôle. Et parfois, des pertes de contrôle d'hyperphagie boulimique, hein, qui s'appellent aussi des compulsions alimentaires, qui là sont des maladies qu'il faut traiter avec une équipe transdisciplinaire. Hein. C'est diététique, psychologie et médecin psychiatre. Hein. C'est-à-dire que même alors, je ne sais pas si c'est une injonction, mais ce modèle-là qui consiste à manger un petit peu moins et à se dépenser plus, peut amener à avoir des comportements alimentaires démesurés. Voilà. Et ça, à une perte de contrôle. C'est ça qui est fou. C'est ça. Et alors que ça n'a pas l'air extrême. Vous voyez ce que je veux dire dans le... Et alors, ça va dépendre de votre génétique. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je coordonne le projet de génétique des troubles alimentaires en psychiatrie à l'hôpital de Sao Paulo. Voilà. Donc, c'est mon objet de recherche. On voit qu'en fonction de votre programmation, on va dire, cérébrale, une restriction peut déclencher un trouble alimentaire. Hein, personne ne naît avec un trouble alimentaire. Et la plupart des patients qu'on a en psychiatrie, que ce soit l'anorexie, la boulimie, la compulsion alimentaire, la plupart de ces patients, ils vont vous dire la même chose. Ils vont vous dire « j'allais bien, j'ai fait un régime, et j'ai arrêté de manger », ça c'est l'anorexie. Une autre va vous dire « j'allais bien, j'ai fait un régime et puis j'ai commencé à avoir des compulsions. Alors après j'ai cherché à compenser et je suis rentrée dans la boulimie ». Et donc aujourd'hui on voit que le plus grand facteur finalement qui déclenche ces troubles alimentaires, qui sont pour la plupart des prédispositions génétiques, donc aussi ça c'est très important, c'est pas vous qui décidez. Vous pouvez... on voit très souvent des recherches de causes. Hein. Ah, elle fait de l'anorexie parce que sa maman l'a beaucoup contrôlée dans son enfance. On entendait ça. Il y a eu pendant très longtemps le traitement de l'anorexie, c'était de faire une coupure radicale de la relation mère-fille. Vous voyez, comme c'est difficile, c'est violent, c'est injuste. Aujourd'hui,
la façon de traiter l'anorexie est complètement revue. Et grâce à la génétique, parce qu'on voit qu'en fait, c'est aussi biologique, l'anorexie. C'est pas que une force une volonté de la patiente. Et aujourd'hui, les traitements, par exemple, de l'anorexie, ça se fait avec la maman. C'est-à-dire qu'on fait toute une aide biopsychosociale pour expliquer aux parents comment comprendre et gérer la maladie. Voyez ? Donc voilà, je pense que c'est important de le dire, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à la restriction. Alors il y a des gens qui vont vivre super bien, tout le temps, en contrôlant, mais en se faisant plaisir. Vous voyez, dans ma définition de notre introduction, je vous ai dit, c'est sans restriction, mais en écoutant sa faim et ses émotions. Et avec plaisir, donc s'offrir de temps en temps un petit dessert ou un bon plat, ça va permettre de sortir de cette restriction brute, cette restriction extrêmement stressante pour le cerveau, vous voyez ? Tout le monde ne l'écrit pas, et vous écrivez dans votre livre, on sait aujourd'hui qu'un surpoids stabilisé est moins dangereux pour la santé que l'effet yo-yo. Voilà. Et ça, peut-être que ça va parler à des gens qui nous écoutent aujourd'hui, quand ils regardent les photos d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ils se trouvaient trop gros, ils ont commencé un régime, et ils ont grossi au final. Et ils regardent la photo d'il y a 10 ans, ils disent, mais je n'étais pas si gros que ça finalement. Pourquoi est-ce que j'ai essayé de maigrir ? Je rêverais de faire ce poids maintenant. Ouais. Bah oui. Alors, cet effet yo-yo... Mais les gens, ils n'ont pas envie d'entendre ça. Si vous leur dites, on va stabiliser votre poids actuel, ils vont vous dire non. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est 10 kilos de moins. Et ben, c'est un des plus gros problèmes que j'ai dans le cabinet, c'est cette acceptation du corps. C'est-à-dire accepter où je suis maintenant. Arrêter de lutter contre moi. Et ce que vous voulez dire, c'est que finalement, ce qui serait formidable, c'est de rester comme ça, en fait. Non, du tout. Parce que la perte de poids peut être très intéressante. Mais une perte de poids santé qui va prendre le temps qu'il faut. Moi, j'ai des patients qui perdent du poids en 5-6 mois. Et beaucoup. Et d'autres, ils vont attendre 1 an avant de commencer à perdre du poids. Parce que tout va dépendre de la santé, finalement, du corps. Et comment le corps va accepter cette perte de poids. Alors, ça, je pense que c'est un des plus gros problèmes, c'est que l'injonction qui va être faite à une personne qui est en surpoids ou en obésité, ça va être, il faut que vous perdiez du poids pour aller mieux. Même s'il a mal au dos, on va lui dire d'abord de perdre du poids pour aller mieux et que ça va lui résoudre son problème de dos. Maintenant, perdre du poids, ça peut, de nouveau, dans le court terme, effectivement occasionner un gain de qualité de vie, la personne va se sentir mieux. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 95% des gens qui font des régimes et qui perdent du poids de manière rapide vont reprendre ce poids. Et ils vont souvent en reprendre plus. 95%, donc ça fait oui. Tout le monde. Et notre invitée s'appelle Sophie Derham aujourd'hui, qui vient du Brésil, c'est une star au Brésil, et qui publie en France « Je n'arrive pas à maigrir » aux éditions Marabout. Vous expliquez notamment dans votre livre qu'il ne faut pas externaliser la responsabilité du processus et des résultats en allant voir un spécialiste, d'ailleurs, bien réputé. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas externaliser la responsabilité du poids qu'on perd ? Attention Philippe, il y a des spécialistes extraordinaires en France qui vont justement avoir cette optique du poids santé et perdre de manière santé. Il y a toute la diététique comportementale qui se développe et qui travaille justement dans ce sens. Non, ce qu'il faut, c'est faire attention à ne pas suivre des régimes trop stricts qui ne vont pas être durables et qui vont même probablement occasionner des troubles métaboliques. On parlait tout à l'heure de l'effet yo-yo. En fait, l'effet yo-yo aujourd'hui, c'est bien démontré que c'est un facteur de modification et de préjudice qui va difficulter en fait votre métabolisme de base, votre métabolisme de fonctionnement. Ça le dérègle en fait. Ça va dérégler votre corps avec une augmentation des risques de diabète, d'obésité, de cancer et de troubles alimentaires. Donc l'effet yo-yo, aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup plus préjudiciable à votre santé que d'avoir un poids stable. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter son surpoids et ne rien faire. Non, ça veut dire qu'il faut essayer d'avoir une optique plus santé
en comprenant que le poids va être conséquence de votre gain de santé. C'est-à-dire que plus vous allez être en paix avec l'alimentation, avec votre corps, et plus vous allez voir que finalement, vous n'avez plus besoin de attaquer les petits gâteaux le soir, en fin de journée, comme c'est le cas de beaucoup de personnes qui font des régimes. Hein. On parlait tout à l'heure du manger émotionnel. Ce manger émotionnel, il arrive en général à partir de 17h. C'est-à-dire que le matin, vous prenez votre petit déjeuner fitness, bio et je ne sais pas quoi. Donc voilà, vous êtes content. Ensuite, vous déjeunez une petite salade. Vous dites, je suis au top là. Tout respecté, parfait. Voilà. Ouais. Et puis en fin de journée, vous attaquez les petits gâteaux, etc. Et ça, c'est intéressant de comprendre que c'est un phénomène qui est normal dans le comportement humain, comportement alimentaire humain. Moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent, mais on dirait que vous avez mis un drone ou un chip dans ma maison, parce que on dirait que vous me connaissez. Un chip, c'est un chip. A chip is, Sophie. C'est quoi? C'est une puce, Voilà, une puce. Une puce. Une puce électronique. C'est votre côté international. Mais oui, de temps en temps. Ça peut être un mouton aussi, chip, mais c'est pas la même. Non, ça serait sheep. Voilà, c'est sheep. Oui, alors c'est vrai que j'ai vécu 9 ans à New York. Hein, donc effectivement, j'ai cette vision internationale de la santé. Et je me rends compte que finalement, il n'y a pas une seule santé, il y a plein de façons d'être en bonne santé, avec des cultures différentes. Hein. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont quand même le record des problèmes de santé, notamment au niveau du poids. Et regardez comme c'est intéressant, c'est quand même là qu'il y a les plus grands nutritionnistes du monde. Alors vous dites, c'est quand même un paradoxe. On a les meilleurs nutritionnistes et on a la pire santé. Et c'est là que vient cette injonction que j'ai moi, de dire, essayez d'oublier un peu ce que vous savez sur la nutrition. Parce que plus on en sait sur la nutrition... Plus on est gros. Et moins, pas forcément, on peut avoir des troubles alimentaires. Attention, c'est ça. Il y a un nouveau trouble aujourd'hui, hein, l'orthorexie, par exemple. Alors, exactement. Mais alors, peut-être pour nos auditeurs qui attendent la suite de ce qu'on avait commencé à dire, on disait que 95% des gens reprennent le poids après un régime, c'est-à-dire tout le monde. Et puis, c'est vrai qu'il y a 5% qui ont l'air d'avoir un grand succès et de ne pas reprendre le poids. Alors moi, comme je suis chercheur, et je suis allée voir qui c'était ces 5%. Qui est-ce qui a du succès en faisant les régimes et sans regrossir? Eh bien, c'est là que vient la mauvaise nouvelle, c'est que ce sont en partie les troubles du comportement alimentaire. L'anorexie, la boulimie. Et c'est pas du tout un succès. Hein, parfois... La personne va recevoir des éloges. « Oh, vous êtes belle, vous avez maigri, c'est super. » Seulement, on ne sait pas comment elle a maigri. Moi, j'ai appris à ne plus jamais faire de compliments sur le poids. Parce que si c'est une personne qui est rentrée en boulimie, en pratique de purgation pour obtenir son poids, elle va recevoir une sorte de renfort de toute la société dans ce comportement qui est extrêmement préjudiciable. Vous voyez ? Donc, quand on ne voit que le corps et que le poids, ce qui est aujourd'hui, malheureusement, avec tous les réseaux sociaux, et un des plus toxiques, et ça a été prouvé scientifiquement, c'est, je peux le citer, Instagram, hein, parce que Instagram ne fonctionne qu'avec des images. Donc, en fait, les gens finissent par associer leur identité à leur image. Et donc, on a un gros malaise. C'est la vision fantasmée de l'image qui est souvent photoshopée. Qu'on laisse de soi sur les réseaux. Ouais. Comment est-ce qu'on peut définir un objectif, on va dire, réaliste? Super question, surtout que c'est très peu étudié, ça. Si vous regardez les études sur la nutrition, sur le poids, c'est 90% des études, c'est sur les régimes. C'est quand même embêtant, puisqu'on voit que les régimes, ça ne fait pas du bien. Il y en a une qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Quel est le top 10 des régimes qui fonctionnent le plus? Voilà, qui fonctionnent sur 6 mois. Alors voilà, ça génère une industrie milliardaire. Les régimes, les suppléments, les chirurgies, tout ce qui est autour finalement de l'esthétique du corps et du poids. Donc en fait, ce qu'il faut quand on est face à un patient qui est en souffrance par rapport à son poids, premièrement... Et qui veut un objectif, parce qu'il ne vient pas vous voir pour prendre du poids. Non, et moi je leur dis toujours, attention, j'oublie pas que vous voulez maigrir, mais on va prendre les choses de manière différente.
Et alors, c'est là que je leur fais justement voir, au niveau du comportement alimentaire, qu'il y a pas mal de choses à changer, et notamment ce manger émotionnel. Parce que, vous voyez, le manger émotionnel en fin de journée, c'est jamais des brocolis. On est d'accord, c'est jamais des carottes, c'est toujours des aliments plutôt énergétiques, riches en énergie, très souvent ultra transformés, hein, mais pas que. C'est du pain, c'est du beurre, c'est des aliments qui vont apporter une énergie assez dense et rapide. Et donc, finalement, c'est ça qui les empêche de maigrir. C'est pas le fait qu'il faut manger des carottes et des brocolis à tous les repas pour maigrir comme on leur vend. En revanche, c'est voir que le comportement est aussi important que l'aliment que la personne mange. Et parfois même, je vais vous dire, je leur dis, vous mangez ce que vous voulez. Pour l'instant, je veux que vous observiez comment vous fonctionnez. Vous expliquez, et ça, c'est aussi votre spécialité, c'est comment on change un comportement. Comment on se déshabitue. Donc, on prend des habitudes et on les inverse. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a cette fameuse idée qui dit, voilà, pour prendre une nouvelle habitude, il faut 21 jours. Oui. Ça vient d'un chirurgien esthétique, d'ailleurs. Oui. Le fameux... Elle est vieille, l'étude. Oui, et puis c'est pas du tout vrai. En fait, vous pouvez changer des habitudes d'un jour à l'autre, et puis vous pouvez avoir besoin de 3 mois pour changer une habitude, ou parfois, vous n'y arrivez pas à changer votre habitude. Donc, il n'y a pas de règle. Et c'est ça qui est un peu difficile, c'est que j'arrive pas à vous donner une information sensationnaliste. En disant c'est comme ça qu'il faut faire. Vous faites ça, voilà, ouais. Venez avec moi, je vais vous faire maigrir à coup sûr. Alors, vous expliquez quand même que le changement de comportement alimentaire, c'est un processus. C'est un processus qui peut être rapide. Attention, moi j'ai des patients, c'est en lisant mon livre, alors je peux peut-être en parler un petit peu, mais Oublier les régimes, le livre que j'ai lancé en 2019 chez Marabout, il vient de sortir en livre de poche à petit prix. Et c'est un livre, finalement, moi je reçois tous les jours des commentaires, des témoignages sur mes réseaux sociaux qui me disent « Sophie, grâce à vous, j'ai fait la paix avec l'alimentation. Je les ai jamais rencontrés. » Donc on peut tout à fait changer son comportement en lisant, on va dire, des choses qui vous parlent. Hein, très souvent, on me dit, mais vous me racontez ma vie, là, dans votre livre. On a l'impression que c'est moi que vous décrivez. Mais en fait, je décris le cerveau humain. D'accord ? Alors, dans les changements de comportement, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de prescription. On ne peut pas faire un papier en disant, voilà, revenez dans un mois en changeant votre comportement. C'est pas possible. Donc la médecine actuelle... La pilule qui fait changer les comportements alimentaires n'existe pas. Pas encore. Non. Alors on dit que oui, parce qu'il y a des médicaments qui s'essayent à changer les comportements, mais ils vont attaquer la satiété, ils vont attaquer la faim, et on se rend compte que ça c'est pas durable non plus. Hein. Il y a des effets secondaires, donc pour l'instant on n'a pas trouvé. Alors finalement, le changement de comportement, c'est quelque chose qui est individuel. C'est là que ça devient difficile. C'est chacun a son propre fonctionnement. Et donc, moi, ce que je dis à mon patient, je lui dis, vous savez, moi, je ne suis pas votre général, votre chef. Moi, je suis là pour vous aider à naviguer dans votre vie, avec votre bateau. Mais c'est vous qui conduisez votre bateau, c'est pas moi. Donc, moi, je vais vous aider à améliorer votre comportement. Et c'est un processus, en fait. Mais quand le patient commence à réussir à dire, par exemple, c'est très souvent le cas, ils vont me dire « Ah, doctora Sophie, c'est incroyable, on a demandé une pizza dimanche soir. D'habitude, c'est moi qui mange la moitié. Cette fois-ci, j'ai mangé une part et j'étais satisfaite. » Alors que la pizza était là. Il en est même resté. C'est mon mari qui l'a mangé au petit déjeuner. Alors après, j'ai le problème du mari qui dit « Attendez, maintenant qu'elle s'améliore, c'est moi qui grossis. » Parce qu'il reste plein de pizza. Plein de pizza. Bon. Donc finalement, le patient va gagner en... On appelle ça... C'est intéressant parce que quand j'ai écrit le livre et qu'on l'a traduit, c'est justement ma fille qui l'a traduit en français. Parce que vous vouliez être le plus proche possible de ce que vous vouliez dire, en fait. Oui, et surtout, il y a un terme. J'ai cherché la traduction en français, on l'a cherché, et j'ai fini par discuter avec tout un groupe de diététique comportementale très, très fort qu'il y a sur Facebook, en leur posant la question. Finalement, il y a un terme qu'on n'arrive pas à traduire en français, c'est le empowerment.
empowerment. C'est la prise de contrôle ou la prise Alors, de pouvoir. Alors, c'est pas le contrôle, c'est se sentir, gagner en confiance. Voilà. Gagner D'accord. en confiance, en sagesse, finalement, interne. Et à partir du moment où le patient commence à réaliser qu'il arrive tout seul à décider que finalement, la pizza, il n'a pas besoin de manger toute la pizza, puisqu'il peut en manger demain s'il veut. Ça change tout. Elle est en promo. Et même si elle est en promo, c'est pas si bon que ça de se dévorer d'un coup. Il y a 2 cas de fromage. Le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Oui. Donc, non, mais je vous taquine, mais, oui. mais c'est vrai qu'il y a... Mais non, mais je vois très bien ce que vous dites, parce que j'ai ça en permanence comme réponse. Mais quand le patient commence à sentir qu'il est tout à fait tranquillement en train de dire « Non, merci, j'ai plus envie », là, il se sent empower. Il gagne confiance en lui. Et en fait, c'est mon travail. Et moi, je leur dis, mon but, c'est que vous n'ayez pas besoin de moi. Mon but, c'est que vous soyez tout seul dans votre bateau. Mais je sais que vous n'aimez pas le mot contrôle, prendre le contrôle. C'est vrai que vous n'aimez pas cette approche par rapport à la nourriture, de prendre le contrôle ou de se contrôler. Alors voilà. Et en fait, ce contrôle, il est même bénéfique. Attention, s'il est gentil, s'il est bienveillant avec vous-même, voyez. Donc c'est pour ça que je suis pas contre le mot contrôle, je suis contre le fait qu'aujourd'hui on vous dit il faut que vous ayez la discipline, de la volonté, il faut pas lâcher une seconde. Voilà. On lâche rien. Hein. On lâche rien. Voilà, moi je suis pas du tout dans ce discours. En revanche, que vous ayez un petit peu de contrôle en disant non, je vais pas manger du gâteau au chocolat tous les jours, au contraire, c'est même tout à fait tranquille. Et à la limite, quand vous allez manger un gâteau au chocolat, vous allez le manger avec plaisir. Vous allez le savourer. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais je peux vous raconter une étude c'est là-bas, regardez, d'un Français. C'est là-bas qu'il faut regarder. Alors vite. Un sociologue français que j'aime beaucoup, Claude Fischler, a fait une étude avec un psychologue américain qui s'appelle Paul Rozin dans les années 90. Et ils ont demandé à des Françaises et à des Américaines de répondre à des questions sur les aliments. À partir du moment où vous entendez ce mot, tel aliment, à quoi pensez-vous ? Je résume, parce que c'est un petit peu plus complexe. Mais ce qui était intéressant, c'est que l'aliment qui a été le plus différent, en fait, c'est le gâteau au chocolat. Les Américaines ont dit, en majorité, le gâteau au chocolat, pour moi, ça représente du gras, grossir, je peux pas, de la culpabilité. Et les Françaises, alors attention, les Françaises des années 90, parce qu'elles ont déjà changé, mais elles ont répondu complètement différemment. Elles ont dit plaisir, anniversaire, bien manger. Et finalement, vous voyez, c'est le même gâteau. C'est le même gâteau au chocolat. Mais alors, l'émotion est complètement différente. Ouais, aux États-Unis, c'est et le comportement. C'est le brownies. Et c'est excellent. Moi, j'ai vécu. Avec des amandes, des noix. J'adore les desserts américains. Mais j'en mange un peu, parce que c'est très vite, je vais avoir finalement mon cerveau qui va me dire Sophie, ça va quoi. Parce que je sais aussi que je peux en manger demain, Philippe. Bah oui. Il y a tout partout. Ça change tout. 24 heures sur 24 non, aujourd'hui. C'est pas comme si je disais à partir de maintenant, plus jamais de gâteau au chocolat. Donc là, on rentre dans un foutu pour foutu, je vais manger tout le gâteau. Et là, pour le coup, oui, risque de grossir. Sophie Derame, pour la première fois sur Beurre FM, je rappelle que votre nouveau livre, dans sa traduction française, vient de sortir, c'est « Je n'arrive pas à maigrir » chez Marabout. Vous parliez de votre précédent livre qui était un best-seller, voilà. Oubliez les régimes, ils font grossir chez Marabout Poche. Merci de vous être arrêté par la France aujourd'hui. Je vous remercie, c'était génial, vraiment, j'ai adoré. On viendra vous voir à Sao Paulo, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous reverrez cette émission sur la chaîne YouTube. Très belle journée, santé sur Beurre FM.